L'odeur putride envahit d'abord les couloirs, les plus reculés de Versailles. Une senteur à la fois douce et fétide qui se répandait telle une peste invisible dans les salons dorés, s'insinuant entre les soies brodées et les miroirs cristallins. Les courtisans se mirent à chuchoter, se cachant le nez derrière des mouchoirs imprégnés d'ambre et de bergamote, feignant d'ignorer que quelque chose de terrible se tramait au cœur du palais le plus somptueux d'Europe. Nous étions en août 1715, et le roi Soleil, Louis XIV de France, allait mourir de la manière la plus grotesque que puisse imaginer un mortel, son propre corps devenant le sépulcre de sa gloire. 20 ans plus tôt, en ce même lieu qu'était Versailles, le roi arpentait les jardins avec l'arrogance d'un dieu parmi les mortels. Ses pas résonnaient avec une autorité absolue sur les marbres polis, chaque geste calculé pour affirmer qu'il était l'homme qui avait fait de la France le centre de l'univers civilisé. À 67 ans, Louis XIV irradiait encore le magnétisme qui avait séduit des cours entières, conquis des territoires et plié la volonté de papes et d'empereurs. Sa perruque poudrée encadrait un visage qui, malgré les marques du « Odon », conservait l'expression aristocratique de celui qui n'a jamais connu la défaite. Ses yeux sombres brillaient d'une intelligence de fer qui avait bâti un empire où le soleil ne se couchait littéralement jamais. C'était l'apogée d'un règne qui durait déjà depuis plus d'un demi-siècle, une ère dorée où la parole du roi n'était pas seulement loi, mais quasi révélation divine. Le château de Versailles reflétait cette grandeur comme le miroir parfait de l'âme royale. Chaque galerie avait été conçue pour célébrer sa magnificence. La galerie des glaces capturait et multipliait son image à l'infini. Les jardins s'étendaient jusqu'à l'horizon, comme une nature, domestiquée par sa volonté, et les appartements royaux rivalisaient de luxe avec les descriptions mêmes du paradis. Des milliers de courtisans gravitaient autour de lui, tels des planètes en orbite autour du soleil, chacun rivalisant pour un regard, une parole, un geste susceptible de l'élever dans la hiérarchie complexe de la cour. Le protocole royal avait été porté à la hauteur d'un art sacré. Chaque mouvement du roi, depuis le lever jusqu'au coucher, constituait une cérémonie religieuse où les nobles se disputaient le privilège de coiffer sa chemise ou d'assister à son repas. C'était une machine de pouvoir parfaitement huilée, où chaque engrenage fonctionnait en harmonie pour maintenir l'illusion qu'un homme pouvait être à la fois mortel et divin. Cependant, dès 1710, des signes presque imperceptibles vinrent fissurer la façade de perfection royale. Le roi, toujours méticuleux quant à son apparence, passait désormais plus de temps devant les glaces, ajustant sa perruque d'un geste légèrement tremblant qu'il attribuait au poids des responsabilités de l'État. Ses promenades dans les jardins devinrent plus courtes, interrompus par des pauses qu'il justifiait comme des moments de contemplation philosophique. Les médecins de la cour, dirigés par le célèbre Guy Crescent-Fagon, furent appelés de plus en plus fréquemment à des consultations présentées à la cour comme de simples précautions de la prudence royale, et jamais comme des signes d'inquiétude. Louis lui-même, formé depuis l'enfance à ne jamais montrer la moindre faiblesse, transformait chaque symptôme en nouvelle opportunité de démontrer sa force de volonté hors du commun. L'hiver 1711 marqua l'apparition des premières manifestations visibles de la décadence qui approchait. Une douleur persistante à la jambe gauche, d'abord attribuée aux rigueurs de la chasse, commença à perturber la routine sacrée des apparitions publiques. Le roi se mit à s'appuyer discrètement sur des cannes ornées, chacune d'elles devenant un symbole supplémentaire de son élégance royale. Les courtisans, entraînés à interpréter la moindre nuance du langage corporel royal, échafaudèrent des théories sur la goutte aristocratique ou la fatigue des grands esprits. Madame de Maintenon, son épouse officielle mais discrète et confidente la plus proche, fut peut-être la première à percevoir que quelque chose de plus sinistre se manifestait. Dans ses lettres à sa sœur, elle décrivait une certaine mélancolie qui parfois envahit le visage de sa majesté, comme si une ombre passait sur le soleil du royaume. Durant 1712 et 1713, la transformation s'accéléra de manière
et presque imperceptible aux yeux non entraînés. Le roi développa une obsession croissante pour les rituels de purification et les saignées préventives, se soumettant à des traitements de plus en plus élaborés, prescrits par ses médecins, comme autant de renforcement de la constitution royale. Ces repas, toujours spectacle public, où chaque plat était servi avec des cérémonies dignes d'une messe solennelle, devinrent plus longs et plus méticuleux. Le roi mâchait lentement, marquant des pauses entre les plats avec une expression distante que ses courtisans interprétaient comme une profondeur philosophique. En réalité, une douleur sourde commençait à irradier depuis sa jambe gauche, montant progressivement telle une marée vénéneuse qui ignorait les frontières anatomiques. L'année 1714 marqua le début de la véritable agonie, bien que peu osassent reconnaître les signes. La jambe gauche du roi avait développé une petite plaie, presque insignifiante, que les médecins traitaient avec des cataplasmes d'herbes aromatiques et des onguents bénis. Guy Crescent-Fagon, médecin en chef à la réputation forgée, au fil de décennies de service à la cour, déclara avec autorité scientifique qu'il s'agissait d'une perturbation des humeurs royales, naturelle chez les esprits supérieurs soumis aux tensions du gouvernement universel. La plaie, cependant, présentait des caractéristiques défiant tous les savoirs médicaux de l'époque. Ses bords arboraient une teinte grisâtre singulière, et d'elle émanait une odeur qui ne correspondait à aucune description classique des traités de médecine. C'était un parfum à la fois doux et pénétrant, rappelant simultanément des fleurs en décomposition et du métal oxydé. Au fil des mois, la plaie s'étendit avec une lenteur calculée qui semblait délibérément cruelle. Chaque matin, lorsque les valets aidaient le roi à s'habiller, il constatait que la tache sombre s'était agrandie de quelques millimètres, telle une ombre avalant peu à peu la chair royale. Louis XIV, néanmoins, poursuivait sa routine avec une détermination frôlant le surnaturel. Il continuait à recevoir les ambassadeurs étrangers, présidait les conseils ministériels et participait aux cérémonies religieuses avec la même majesté impériale d'antan. Sa force de volonté était devenue une armure invisible, protégeant non seulement sa dignité, mais aussi la structure même du royaume dont la continuité reposait sur sa présence physique. Les premiers signes réellement alarmants apparurent au début de 1715. La plaie, jusque-là relativement localisée, commença à produire une sécrétion qui tachait de nuances jaunâtres et brunes les bas de soie royale. Le roi changeait de bas plusieurs fois par jour, toujours en secret, refusant la moindre aide susceptible de révéler l'étendue réelle de son état. Madame de Maintenon devint sa complice dans cette conspiration du silence, ordonnant personnellement la destruction de chaque vêtement souillé et supervisant la préparation d'onguents de plus en plus sophistiqués. Dans ses lettres intimes, elle mentionna une tristesse profonde qui envahit le roi, comme s'il pressentait des tempêtes lointaines n'ayant pas encore atteint l'horizon. Le printemps 1715 entraîna une accélération dramatique du processus de détérioration. La plaie s'était transformée en une ulcère ouverte qui refusait de cicatriser, quels que soient les traitements appliqués. Guy Crescent-Fagon convoqua un conseil médical extraordinaire, rassemblant les plus éminents spécialistes de Paris, Lyon et même quelques docteurs italiens réputés pour leurs connaissances en anatomie. Ils examinèrent la jambe royale lors de séances secrètes tenues dans les appartements privés à l'abri des regards curieux de la cour. Leurs conclusions furent à la fois techniques et évasives. Ils parlaient de corruption des humeurs, de déséquilibre des éléments vitaux et de influence astrale néfaste, sans qu'aucun d'eux n'ose prononcer les mots qui hantaient leurs pensées privées. En juin, la réalité devint impossible à dissimuler complètement. Le roi commença à boiter de façon visible, s'appuyant de plus en plus lourdement sur des cannes ornées placées discrètement à des endroits stratégiques dans tous les salons qu'il fréquentait. Sa corpulence, toujours robuste et imposante, commença à décliner de manière presque imperceptible. Les vêtements royaux
confectionnés par des tailleurs connaissant chaque centimètre de son corps depuis des décennies, durent être ajustés discrètement pour tenir compte de la perte de poids qu'il attribuait publiquement à un régime spirituel de purification. Les courtisans les plus attentifs remarquèrent que le roi avait pris l'habitude d'interrompre les conversations importantes par des silences, durant lesquels son visage affichait une concentration intense, comme s'il percevait une réalité inaudible aux autres. Juillet apporta les premiers épisodes de fièvre ne pouvant plus être attribués à de simples malaises. Le roi se réveillait en pleine nuit, trempé de sueur, contraignant les valets à changer non seulement sa chemise de nuit, mais aussi les draps de soie imprégnés d'une odeur étrange et persistante. C'était une senteur ne ressemblant en rien au parfum corporel naturel du roi, connu et admiré pour son élégance subtile. Cette nouvelle odeur était d'une nature difficile à décrire, douce mais nauséabonde, familière mais profondément troublante. Sa respiration devint laborieuse et irrégulière, émettant des râles plus proches des derniers râles d'un animal blessé que des derniers souffles d'un monarque. Le plus troublant de cette phase finale était que, malgré l'avancée de la décomposition physique, le roi conservait des périodes de conscience parfaitement lucides où il manifestait une pleine conscience de sa condition. Durant ces instants, il faisait des observations sur sa propre mort avec une lucidité terrifiante, décrivant les sensations de son corps en décomposition avec la précision d'un anatomiste examinant son propre cadavre. « Je sens la mort, et monter dans mon corps comme de l'eau froide », dit-il à Madame de Maintenon lors de l'une de ses veillées nocturnes. Elle s'empare de chaque parcelle de moi, mais mon esprit demeure pour contempler chaque détail de cette conquête. Ces déclarations étaient prononcées d'une voix à peine audible, mais impeccablement articulée, rendant chaque mot encore plus percutant. Les derniers jours avant le trépas furent marqués par une détérioration transcendant toute catégorie normale de souffrance humaine. Le corps du roi Soleil était devenu, littéralement, un cadavre soufflant encore, avec de vastes zones de chair morte coexistant avec des organes vitaux refusant d'abdiquer. L'odeur était si puissante qu'elle parvenait aux salons les plus éloignés de Versailles, forçant les courtisans à maintenir constamment des mouchoirs parfumés contre le nez. Certains visiteurs étrangers, mal préparés à une telle réalité, s'évanouissaient en entrant dans les couloirs avoisinant les appartements royaux. L'architecture même du palais semblait imprégnée par la présence de la mort, comme si les pierres et les marbres avaient absorbé quelque chose de la corruption émanant du corps royal en décomposition. À l'aube du 1er septembre 1715, Louis XIV de France succomba finalement à la gangrène qui avait dévoré son corps durant des mois d'agonie indescriptible. Sa mort fut à la fois un soulagement et une tragédie. Un soulagement parce qu'elle mettait fin à une souffrance dépassant les limites du supportable, et une tragédie parce qu'elle marquait la fin d'une ère de grandeur irrécupérable. Les premiers à pénétrer les appartements royaux après sa mort constatèrent que l'odeur s'était intensifiée, comme si la mort elle-même avait libéré des vapeurs toxiques jusque-là contenues par la volonté royale. Le corps, qui avait été le temple d'une majesté divine, s'était transformé en une ruine, défiant toute tentative de conservation ou de préparation pour les funérailles publiques. L'embaumement du corps royal devint une opération militaire nécessitant des techniques et des précautions exceptionnelles. Les spécialistes appelés à procéder à l'opération durent porter des masques improvisés et travailler en shift court pour éviter l'intoxication par les vapeurs émanant du cadavre royal. Même après sa mort, le processus de décomposition continuait à avancer à une vitesse effrayante, contraignant les embaumeurs à accélérer leurs procédures et à utiliser des quantités exceptionnelles d'épices et de substances conservatrices. Le résultat final fut un corps ne conservant qu'une ressemblance lointaine avec le roi ayant dominé l'Europe pendant plus d'un demi-siècle. Le visage royal, jadis capable d'intimider les ambassadeurs et de séduire les courtisanes, arborait une expression de souffrance pétrifiée qu'aucune technique d'embaumement n'avait pu entièrement dissimuler.
Les funérailles de Louis XIV furent organisées avec une rapidité inhabituelle, reflet non seulement de l'urgence et politique de la transition dynastique, mais aussi des difficultés pratiques liées à la préservation d'un corps si avancé dans la décomposition. La cérémonie, tout en conservant la pompe traditionnelle des funérailles royales, fut marquée par une atmosphère de précipitation et d'inconfort contrastant fortement avec la majesté habituelle de tels événements. Bien des participants relatèrent par la suite avoir perçu une odeur persistante, perceptible même à travers les quantités considérables d'encens et de parfums brûlés tout au long de la cérémonie. C'était comme si la propre mort du roi Soleil avait laissé une empreinte olfactive permanente qu'aucun rituel purificateur ne parvenait à éliminer totalement. Les récits contemporains de la mort de Louis XIV furent soigneusement censurés et révisés par les chroniqueurs officiels de la cour, transformant une agonie grotesque en une mort pieuse et édifiante. Les rapports officiels décrivaient un roi acceptant son destin avec résignation chrétienne, offrant ses souffrances en expiation des péchés du royaume et partant vers l'éternité en paix avec Dieu et sa conscience. Cette version aseptisée fut répétée pendant des générations par des historiens n'ayant accès qu'aux sources officielles. Cependant, des lettres privées, des journaux intimes et des témoignages officieux conservèrent des fragments de vérité sur une mort qui fut à la fois la fin biologique d'un homme et l'effondrement symbolique d'une conception divine de la monarchie, incapable de survivre à la vision de son représentant terrestre, littéralement en décomposition tout en vivant. La mort horrifique de Louis XIV devint paradoxalement sa dernière et plus puissante démonstration d'humanité. Pendant des décennies de règne, il avait soigneusement cultivé l'image d'un être situé entre l'humain et le divin, capable non seulement de gouverner les destinées politiques, mais aussi de plier les lois de la nature à sa volonté souveraine. La gangrène qui dévora son corps durant des mois représenta la revanche ultérieure de la condition mortelle contre les prétentions de transcendance royale. Chaque jour d'agonie fut une leçon brutale sur les limites du pouvoir humain, même lorsqu'il est exercé sous sa forme la plus absolue. Le roi Soleil, ayant passé sa vie à être adoré comme une incarnation terrestre de la majesté divine, découvrit, dans ces derniers mois, que son corps était soumis aux mêmes lois de décomposition que les cadavres de ses sujets les plus humbles. L'impact psychologique de la mort royale sur la cour de Versailles fut profond et durable. Les courtisans, qui avaient passé des décennies à orbiter autour de la majesté royale comme des planètes autour du Soleil, se retrouvèrent soudainement privés de leur centre de gravité, perdus dans un univers semblant avoir perdu ses lois fondamentales. Beaucoup d'entre eux ne se remirent jamais complètement du choc d'avoir assisté à la décomposition progressive de celui qu'ils considéraient comme une force de la nature. Madame de Maintenon, qui fut la témoin la plus proche de l'agonie royale, se retira dans un couvent où elle passa les dernières années de sa vie en quasi-recluse, comme si elle avait vu quelque chose dépassant la capacité psychologique humaine de compréhension et d'intégration. La transformation du château de Versailles après la mort du roi refléta symboliquement la fin d'une ère. Les salons, qui avaient résonné de rires et de conversations élégantes durant des décennies, devinrent des lieux hantés par des souvenirs de grandeur semblant appartenir à un passé mythologique. L'odeur même de la mort royale, qui avait imprégné les appartements durant les derniers mois de sa vie, resta perceptible pendant des années, malgré toutes les tentatives de purification. Certains visiteurs sensibles déclaraient ressentir une présence troublante dans les couloirs fréquentés par le roi lors de ces derniers jours, comme si les murs, les pierres et les marbres avaient cristallisé quelque chose de son agonie. C'était un spectre ne relevant pas d'apparitions surnaturelles, mais plutôt de la mémoire tenace d'un supplice ayant dépassé les limites de l'expérience humaine. La mort de Louis XIV marqua également la fin d'une conception spécifique de la monarchie ayant dominé l'Europe pendant des siècles. L'idée que les rois pouvaient être à la fois mortels et divins
sujets à la faiblesse humaine tout en investis d'une autorité surnaturelle, ne survécut pas à la vision d'un monarque littéralement en putréfaction tout en tentant de gouverner. Les générations suivantes de rois de France ne purent jamais retrouver l'aura de sacralité qui entourait leurs prédécesseurs. L'image du roi Soleil mourant de gangrène devint une métaphore puissante sur les limites intrinsèques de tout pouvoir reposant sur la prétention de transcender la condition humaine. C'était une leçon qui résonnerait au cours des siècles suivants, préparant le terrain intellectuel des révolutions qui mettraient en question non seulement la compétence des rois, mais leur légitimité divine. L'héritage médical de la mort de Louis XIV fut tout aussi significatif, quoique moins connu. La description détaillée des symptômes de la gangrène royale, consignée dans les journaux privés des médecins de la cour, devint l'une des premières documentations scientifiques précises de cette affection. Guy Crescent-Fagon et ses collègues, bien qu'incapables de guérir leur patient royal, produisirent des observations cliniques étudiées par les générations de médecins à venir. Leurs récits sur la progression de la gangrène, les symptômes associés et l'inefficacité des traitements de l'époque contribuèrent au développement ultérieur de connaissances qui rendirent possible, par la suite, le traitement de conditions similaires. Il y avait une ironie historique. La mort atroce du roi Soleil avait indirectement contribué à sauver des vies ordinaires souffrant plus tard de pathologies équivalentes. La dimension psychologique de l'agonie royale mérite également une réflexion approfondie. Louis XIV passa les derniers mois de sa vie dans une situation défiant toutes ses croyances fondamentales sur le pouvoir, le contrôle et la dignité. Les valets, instructés discrètement par Madame de Maintenon, brûlaient de l'encens et des herbes aromatiques dans les appartements royaux, créant une atmosphère parfumée qui masquait, sans pouvoir totalement éliminer, l'odeur de la maladie ancrée au cœur de Versailles. C'est au cours de l'une de ces nuits fiévreuses que le roi eut sa première vision claire de l'ampleur réelle de sa condition. Se levant avant l'aube, il éloigna discrètement les valets et examina sa jambe à la lueur des bougies. Ce qu'il vit dut être un spectacle défiant toute notion royale de dignité et de maîtrise de soi. L'ulcère s'était étendu jusqu'à couvrir une zone considérable du mollet, ses bords arborant une couleur oscillant entre le gris verdâtre et un noir profond. Plus perturbant encore était le fait que la peau autour de la plaie avait pris une texture étrange, comme si elle était progressivement transformée en quelque chose qui n'était plus tout à fait chair humaine. Le roi demeura plusieurs minutes plongé dans cette vision, comprenant peut-être pour la première fois qu'il faisait face à quelque chose transcendant les catégories habituelles de maladie et de guérison. Août 1715 marqua le début de la phase finale de cette agonie qui s'était étendue sur des mois. La gangrène, un mot qu'aucun médecin de cour n'osait prononcer à haute voix, avait commencé à remonter la jambe royale avec l'inexorabilité d'une marée vénéneuse. Le processus était à la fois lent et implacable. Chaque jour voyait apparaître de nouveaux territoires de chair morte, de nouvelles zones où la peau prenait la couleur grisâtre de la mort dans la vie. L'odeur, jusque-là en partie dissimulée par parfums et encens, s'imposa comme une présence constante et inéluctable dans les appartements royaux. C'était une senteur défiant toute catégorie normale de putréfaction, présentant des caractéristiques semblant avoir été spécifiquement conçues pour susciter nausée et horreur chez quiconque l'apercevait. Les médecins, confrontés à une réalité défiant tout leur savoir théorique, commencèrent à proposer des traitements de plus en plus désespérés et brutaux. Des saignées quotidiennes étaient pratiquées en plusieurs points du corps royal, dans une tentative de purifier le sang corrompu et de ralentir l'avancée de l'infection. Le roi se soumettait à ces procédures avec une patience stoïque, impressionnant même ses médecins tortionnaires. Guy Crescent-Fagon en vint à proposer l'amputation de la jambe, mais cette option fut rejetée non seulement par le roi lui-même, mais aussi par tous les conseillers conscients des implications politiques d'un monarque visiblement mutilé.
L'idée que le roi Soleil puisse apparaître devant ses sujets et ses ambassadeurs étrangers avec une jambe amputée était jugée plus dangereuse pour la stabilité du royaume que la mort même du souverain. Durant les premiers jours d'août, l'état du roi atteignit un stade d'horreur, dépassant toute imagination du supplice humain. La gangrène avait grimpé jusqu'à la cuisse, transformant toute la jambe gauche en une masse de chair morte nécessitant des nettoyages et des pansements constants. Le processus de nettoyage des plaies devint un rituel quotidien de torture mutuelle. Le roi endurait des douleurs indicibles lors des soins, tandis que médecins et valets supportaient non seulement l'odeur nauséabonde, mais aussi la vue d'un corps littéralement en décomposition tout en gardant la vie. Les bandages, changés plusieurs fois par jour, ressortaient imbibés de pus jaunâtre verdâtre mêlés à du sang coagulé et à des fragments de tissu nécrosé. Le plus perturbant dans cette situation était que, tandis que son corps se décomposait progressivement, l'esprit du roi demeurait parfaitement lucide. Il continuait à recevoir des rapports ministériels, à prendre des décisions administratives et à correspondre avec d'autres monarques européens. Sa capacité de concentration mentale contrasta terrorisant avec la détérioration physique visible. Lors des audiences publiques qu'il insistait pour poursuivre, malgré les protestations discrètes de ses conseillers, le roi s'asseyait sur son trône en positionnant stratégiquement ses jambes pour dissimuler l'étendue réelle de son état. Seuls un léger tremblement des mains et une pâleur croissante trahissaient la bataille surnaturelle qu'il livrait pour maintenir l'apparence d'une normale coexistence avec la vie quotidienne. Madame de Maintenon devint la seule témoin complète de l'agonie royale. Elle passait des heures aux côtés du lit royal pendant les nuits, lorsque les douleurs se faisaient plus intenses et rendaient tout sommeil impossible. Le roi, formé depuis l'enfance à ne jamais montrer la moindre faiblesse en présence de ses subordonnés, ne consentait à exprimer son supplice que devant son épouse secrète. Elle décrivit plus tard ces moments comme des visions du purgatoire, où un esprit noble était soumis à des épreuves défiant les limites de la résistance humaine. Le roi alternait entre instants de résignation chrétienne, acceptant sa souffrance comme une expiation des péchés du royaume, et accès de colère impuissante contre un destin le condamnant à une mort si indigne de sa grandeur. À partir de la mi-août, de nouveaux symptômes se manifestèrent, indiquant que l'infection avait envahi la circulation sanguine royale. Des fièvres très élevées alternaient avec des accès de frissons violents qui faisaient trembler le roi sous plusieurs couches de couverture de soie. Sa peau, autrefois louée pour sa blancheur aristocratique, prit une teinte jaunâtre que les médecins attribuèrent à des perturbations du foie royal causées par l'excès d'humeur mélancolique. En réalité, le corps du roi Soleil était progressivement empoisonné par les produits toxiques de la décomposition de sa propre chair. Chaque organe vital commença à être affecté par une cascade de toxines circulant dans son sang comme un poison distillé dans les laboratoires de l'enfer. Les derniers jours d'août virent une accélération dramatique du processus de détérioration. La gangrène avait atteint l'aine royale, menaçant d'envahir l'abdomen et de rendre inévitable une mort rapide, mais encore plus douloureuse. L'odeur émanant du corps royal devenait si intense que les appartements devaient être constamment aérés. Mais malgré tout, l'atmosphère restait imprégnée d'un parfum provoquant une nausée instantanée chez quiconque entrait. Les valets mirent au point des techniques élaborées pour respirer par la bouche et appliquer des onguents aromatiques sur les narines avant de s'approcher du lit royal. Malgré ces précautions, beaucoup durent être remplacés régulièrement, victimes de vomissements incontrôlables, les empêchant de remplir leurs tâches. Le roi, conscient que sa mort approchait rapidement, commença à préparer la transition spirituelle et politique du royaume. Il convoqua le dauphin, son arrière-petit-fils, âgé de seulement 5 ans, pour une audience privée devenue légendaire dans l'histoire de la monarchie française. L'enfant, effrayé par l'apparence cadavérique de son arrière-grand-père et par l'odeur nauséabonde régnant dans les appartements royaux, se mit à pleurer
lorsqu'il fut amené auprès du lit. Le roi, rassemblant des forces paraissant venir d'au-delà de la tombe, réussit à prononcer les paroles devenues son testament politique. Des instructions sur la manière de régner avec justice, d'éviter les guerres inutiles et de toujours se souvenir que même les rois sont mortels devant Dieu. Sa voix, jadis, capable de remplir d'autorité magnétique de vastes salons, était désormais un murmure rauque, obligeant tous à se pencher pour entendre ses mots finaux. Durant les premiers jours de septembre, l'agonie royale atteignit des proportions défiant toute description adéquate. Le roi alternait entre périodes d'inconscience fiévreuse et instants de lucidité cristalline où la douleur devenait absolument insupportable. Madame de Maintenon décrivit ces épisodes comme des visions d'un esprit supérieur se détachant progressivement d'un corps devenu sa prison. Les souffrances étaient si intenses que le roi, malgré toute son éducation au contrôle royal, laissa échapper des gémissements involontaires lors des pires moments. Ces sons, gémissements bas et continus, s'échappant de sa gorge sans contrôle conscient, résonnaient dans les couloirs de Versailles comme une sombre symphonie annonçant la fin d'une ère. Les médecins, complètement désemparés, face à la progression implacable de la gangrène, recoururent à des traitements davantage rituels, de désespoir, qu'à de réelles tentatives de guérison. Ils appliquaient des cataplasmes d'herbes exotiques importées des colonies, pratiquaient des saignées en des points de plus en plus ésotériques du corps royal, et tentèrent même des cautérisations au fer incandescent pour freiner l'avancée de l'infection. Chacun de ces procédés infligeait des douleurs supplémentaires, s'ajoutant à celles déjà inimaginables, mais le roi s'y soumettait avec une résignation que ses contemporains prirent pour de la sainteté, alors qu'il s'agissait peut-être du dernier refuge d'un esprit refusant d'admettre sa propre impuissance face à la décomposition physique. Le 10 septembre, la gangrène avait atteint l'abdomen royal, marquant le commencement de la phase terminale de l'agonie. Le processus de décomposition s'accéléra de façon spectaculaire. Des zones entières du corps royal prirent la teinte noire caractéristique de la mort cellulaire, tandis que d'autres régions devinrent d'une pâleur céruse, évoquant un contraste horrifiant avec les taches gangrenées. Le roi eut désormais des difficultés à déglutir, ne serait-ce que des liquides, forçant ses médecins à administrer sa nutrition par lavement. Une procédure qu'il jugeait profondément humiliante pour sa dignité royale. Un homme formé depuis l'enfance à croire que sa volonté pouvait modeler la réalité se retrouva complètement impuissant face à un processus biologique ignorant sa souveraineté royale. Cette expérience d'impuissance absolue dut être psychologiquement dévastatrice d'une façon dépassant la simple souffrance physique. C'était comme si l'univers lui-même, de la manière la plus cruelle possible, démontrait que même le pouvoir le plus absolu restait subordonné aux lois implacables de la biologie et de la mort. Lors des longues nuits d'agonie, quand la douleur rendait le sommeil impossible, le roi dut confronter des questions existentielles pour lesquelles son éducation royale ne l'avait pas préparé. Comment un homme ayant passé des décennies à se considérer comme le représentant terrestre de la volonté divine pouvait-il concilier cette croyance avec la réalité d'un corps pourrissant indépendamment de toute volonté royale? Comment quelqu'un ayant ordonné la mort de milliers de soldats lors de guerres de conquête pouvait-il faire face à sa propre mortalité lorsqu'elle se manifestait de façon si grotesque et prolongée? Ces questions sans réponse résonnèrent sans doute dans son esprit lors des instants de lucidité parsemant son agonie, engendrant une souffrance spirituelle peut-être plus insupportable que la douleur physique. Les récits de Madame de Maintenon laissent entendre que le roi traversa des périodes de profonde crise religieuse durant ces derniers mois. Un homme élevé dans une foi, affirmant qu'il avait été choisi personnellement par Dieu pour gouverner, la France se retrouvait dans une situation où il semblait puni par une divinité cruelle et implacable. Ses confesseurs, confrontés à un pénitent ayant exercé un pouvoir absolu pendant des décennies,
durent proposer des explications théologiques à un supplice défiant tout barème normal entre faute et châtiment. Les interprétations allaient de l'idée que le roi était purifié en vue d'un salut exceptionnel à des théories d'expiation collective pour les péchés du royaume. Aucune de ces explications ne semblait pleinement satisfaisante face à une souffrance défiant toute catégorisation théologique traditionnelle. Les artistes de la cour, chargés depuis toujours d'immortaliser la grandeur royale à travers peintures et sculptures, se trouvèrent dans une situation impossible durant ces derniers mois. Comment représenter artistiquement un roi littéralement en train de se décomposer? Comment concilier la tradition des portraits majestueux avec la réalité d'un homme défiguré par la maladie? La solution trouvée fut simplement d'interrompre toute tentative de représentation artistique contemporaine, créant un vide iconographique contrastant fortement avec l'abondance d'images qui avait caractérisé tout le règne précédent. C'était comme si l'art lui-même se trouvait incapable de traiter une réalité transcendant ces catégories esthétiques habituelles. La mort de Louis XIV représenta la fin non seulement d'un règne, mais d'une ère entière dans l'histoire européenne. Le modèle de monarchie absolue qu'il personnifia pendant plus d'un demi-siècle se révéla mortel de manière littérale et symbolique. Son agonie prolongée devint une métaphore puissante sur les limites intrinsèques de tout pouvoir, fondée sur la prétention de transcender la condition humaine. C'était une leçon qui résonnerait à travers les siècles suivants, influençant non seulement l'évolution des institutions politiques, mais aussi les conceptions philosophiques sur le pouvoir, l'autorité et la mortalité, préparant le terrain intellectuel aux révolutions qui transformèrent l'Europe au siècle suivant. Le parfum de mort qui se propagea dans Versailles durant ces derniers mois devint, paradoxalement, le dernier et plus durable des héritages du roi Soleil. C'était une odeur transcendante de ses propriétés physiques pour devenir un symbole olfactif de la mortalité hantant toute prétention à la grandeur humaine. Même après la mort physique du roi, même après la purification des appartements et le renouvellement de l'air du palais, cette odeur demeura dans la mémoire collective comme un rappel tenace que toute gloire terrestre est vouée à la décomposition. C'était la signature olfactive d'une leçon d'humilité que ni le pouvoir ni le prestige ne pouvaient éviter indéfiniment. Ainsi mourut Louis XIV, le roi Soleil, non dans la gloire d'une bataille, ni dans la sérénité d'une vieillesse paisible, mais dans l'agonie prolongée d'un corps en décomposition, tandis que son esprit restait lucide pour observer chaque détail de ce processus grotesque. Sa mort fut à la fois la fin biologique d'un individu et l'effondrement symbolique d'une conception du pouvoir qui avait dominé l'Europe pendant des siècles. L'odeur douce et nauséabonde émanant de ses appartements durant ces derniers mois devint la métaphore parfaite d'une grandeur révélant sa propre pourriture, d'une majesté découvrant ses limites de la manière la plus cruelle et définitive qui soit. C'était la fin d'une ère, annoncée non par des fanfares ni des canons, mais par le parfum inimitable de la mortalité humaine, triomphant de toutes les prétentions à une transcendance terrestre.